Alors, merci beaucoup. Je voudrais remercier MCRN de m'avoir invité, spécialement Aldo, pour vous parler du myélome multiple, les bases du myélome multiple. Vous remercier à vous tous d'être ici ce matin par ce beau samedi de novembre. Apparemment que l'été revient lundi, mais en attendant, je vais vous faire des diapos un peu ensoleillés. C'est une création maison, mais ça ne sort pas aussi bien que chez moi sur mon ordinateur. Là, il y avait des oranges et jaunes et bleus. Donc, en fait, je vais parler, c'est vraiment une présentation qui est faite pour les patients surtout. J'ai essayé de couvrir un peu tout ce qu'on peut couvrir pour le myélome en 40-45 minutes. Et donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas aller en profondeur sur les traitements, tout ça, mais j'ai quand même mis un peu là, pour essayer je pense aux questions qui me sont posées à l'occasion par les patients pour préparer cette présentation. J'ai quelques conflits d'intérêts, donc ça vient que ça s'annule quand on en a assez, avec Celgene, BMS et Janssen. Donc, en fait, c'est le plan. Donc, le plan, il y a quand même beaucoup de sujets, mais on va donc parler un peu de la définition du myélome, qu'est-ce que c'est, au niveau de l'historique, la pathophysiologie, vraiment en général, la présentation clinique, le diagnostic, le traitement, pronostic et conclusion. Je vais essayer de ne pas regrouper, de ne pas reparler de ce qui va être discuté là, par Dr Côté, Courjal et Leblanc plus tard aujourd'hui. Donc, vraiment de base, c'est quoi? Donc, quand on parle de moelle osseuse, donc c'est un tissu qui est très important. C'est le tissu où on retrouve toute l'hématopoïèse. C'est situé au centre des os. Les os, la plupart le savent, mais c'est pas plein d'os. Il y a vraiment une cavité à l'intérieur. Puis on parle en général de moelle jaune puis de moelle rouge. La moelle jaune, c'est surtout du tissu adipeux. C'est ce qu'on retrouve surtout dans les os longs. Là, si on regarde dans les fémurs, dans les bras, là, c'est presque uniquement de la moelle adipeuse. Si on faisait une biopsie de moelle dans un fémur ou dans un tibia chez un adulte, il n'y aurait pas grand-chose. Il y aurait surtout du gras. Chez les enfants, c'est autre chose. On en retrouve un peu plus. Et donc, ça diminue avec l'âge. La cellularité, quand on fait une biopsie de moelle, chez les enfants, la cellularité est souvent très, très élevée. La partie moelle rouge est peut-être à 80-90 %, alors que chez quelqu'un qui serait plus âgé, là, disons passé 75-80 ans, c'est plus autour de 20 %, puis le reste, c'est de la moelle jaune. Ça ne fait pas une grosse différence quand on regarde la formule sanguine de quelqu'un, mais quand on donne des traitements de chimiothérapie, à un enfant de 5 ans versus quelqu'un qui a 85 ans, on peut voir des tolérances qui ne sont pas les mêmes, en partie à cause de ce phénomène-là. Donc, c'est la même chose ici. Vous avez, donc, ça, c'est un fémur. Donc, vous avez la cavité à l'intérieur où on retrouve la moelle osseuse. Les plasmocytes, donc, c'est des leucocytes, des globules blancs, qui proviennent de la lignée des lymphocytes B. On en trouve partout dans les tissus, surtout dans la moelle osseuse, dans les ganglions. Et c'est responsable de la production des anticorps pour nous protéger contre les infections. Donc, c'est vraiment essentiel pour le maintien d'un système immunitaire sain. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres parties du système immunitaire. Il y a les granulocytes, les lymphocytes T, il y a beaucoup d'autres choses, mais l'immunité humorale, donc la sécrétion d'anticorps, est importante également. Et c'est surtout par la lignée lymphocytaire B, plasmocytaire, qu'on le retrouve. Donc, vous avez ici l'hématopoïèse. Si on retrouve, donc, on a les cellules souches, donc multipotentes, qui vont donner des progéniteurs myéloïdes et lymphoïdes. Myéloïdes, ici, on n'en parlera pas trop, c'est ce qu'on retrouve au niveau des globules rouges, des plaquettes, des neutrophiles, éosinophiles, basophiles et les macrophages monocytes. Alors qu'au niveau lymphoïde, on a ici la lignée des cellules NK, qui sont des cellules assez primitives, qui sont très importantes aussi, mais qui sont peut-être un peu moins que les autres. Puis on retrouve ici dans les lymphocytes T et B, puis c'est dans la lignée des lymphocytes B où on va retrouver les plasmocytes. Un peu la même chose, plus détaillée pour les plasmocytes. Donc, vous avez ici une phase, il y a deux phases. En fait, il y a une phase qu'on retrouve surtout dans la moelle osseuse où les lymphocytes il y a un réarrangement qui est fait. Il faut comprendre que dans notre corps, on a une tonne de plasmocytes normaux et qui sécrètent une myriade d'anticorps différents qui sont là pour nous protéger contre les virus tels, contre quelles bactéries et tout ça. Donc ça, il y a un genre de réarrangement pour avoir des lymphocytes tout différents qui se fait un peu dans la moelle osseuse, un réarrangement là, au niveau des chaînes lourdes, ensuite au niveau des chaînes légères. Puis dans la
périphérie surtout, où là, c'est retrouvé avec quand il y a on est en contact avec certains bactéries, virus et tout ça, on va avoir là, des lymphocytes mémoire, des cellules mémoire et des plasmocytes, autant pour les IgM, IgG, IgA, IgE, les IgD aussi qui ne sont pas représentés ici. Fait que, plus simplement, on a décidé un antigène, donc une bactérie, qui va être des protéines de la bactérie qui vont arriver sur une cellule B, qui va être activée, qui va se diviser, qui va faire des lymphocytes B mémoire et des plasmocytes pour pouvoir donc sécréter des anticorps pour se défendre contre cet antigène-là, contre cette bactérie-là, et des lymphocytes mémoire qui vont rester en mémoire, qui vont vivre pendant des années, des années, des années pour faire une autre stimulation lorsqu'il va avoir cette infection-là va se répéter là, si on a les mêmes antigènes qui reviennent. Ça, c'est un plasmocyte, donc une cellule en général ovale, celle-là est un peu plus ronde, avec un noyau qui est excentrique, qui est souvent tassé là, sur le côté, un cytoplasme ici qui est très, très bleu, très basophile, avec beaucoup, beaucoup de protéines, donc surtout les anticorps, avec un halo, là, une petite pâleur périnucléaire, où on retrouve là, l'appareil de Golgi, réticule endoplasmique, pour la synthèse des protéines. Donc, c'est vraiment, ça, c'est un plasmocyte normal. Dans la moelle osseuse, on dit qu'on en a 5% et moins. Donc, quand on compte les cellules dans la moelle osseuse, on fait un pourcentage. Puis, normalement, c'est 5% et moins. En pratique, c'est plus souvent 1%, 2%, mais on peut aller jusqu'à 5, 8% lorsqu'il y a une infection. Puis, on a une plasmocytose là, augmentée, mais c'est polyclonal. C'est pas comme dans un myélome où c'est monoclonal. Donc, le myélome multiple, c'est une néoplasie maligne qui origine des plasmocytes. Donc, on a ici, moelle osseuse, on a certaines cellules normales, des érythroblastes, des neutrophiles. Ici, on a toutes ces cellules-là ici, avec le noyau excentrique, le cytoplasme bleuté. C'est des plasmocytes qui sont, dans ce cas-ci, là, anormaux. Donc, c'est ça. Donc, là, normalement, cette prolifération-là des lymphocytes B, des plasmocytes, est gardée sous un contrôle par notre système. Mais lorsque des mutations surviennent, à ce moment-là, on peut avoir là, les plasmocytes peuvent devenir anormaux et il va y avoir une prolifération. C'est comme ça pour toutes les néoplasies malignes. Un cancer du sein, bien, ça vient d'une cellule normale du sein qui a acquis des mutations puis qui s'est développé, puis qui finalement, normalement, les cellules, quand ils prolifèrent, ils respectent l'environnement autour, puis ils ne font pas aller envahir les tissus. Lorsqu'il y a une néoplasie, à ce moment-là, ben, cette cellule-là vient de ce tissu-là, mais ne respecte plus les limites, puis il va aller envahir. Donc, c'est une cellule qui est... Donc, c'est pour ça qu'on dit que le cancer, en général, c'est vraiment une maladie des gènes. C'est vraiment là, des anomalies chromosomiques. Puis plus on en apprend, plus on va en profondeur là-dessus, plus on voit que c'est... qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anomalies au niveau des gènes. Bon, dernière chose pour la pathophysiologie, donc pour les patients qui ont MGUS, il va avoir, on pense qu'il peut y avoir une réponse anormale à des stimulations antigéniques. Puis ça, c'est la première phase. Puis ensuite, pour aller au myélome, on va avoir d'autres mutations qui vont être acquises. Ce qu'on sait, c'est que tous les gens qui ont un myélome multiple, si on ne le savait pas avant, là, ça fait quelques années qu'on sait ça, on va avoir un MGUS avant. Donc, les MGUS vient toujours avant le myélome lorsque ça a été étudié là, dans des banques de données, des banques de sérum. Ça, c'est un peu pour l'histoire, mais je vais passer parce que c'est un peu flou. J'y reviens là-dessus. Donc, c'était un peu pour la pathophysiologie. Pour l'historique, ça a été décrit en rétrospect, évidemment. On pense, il y avait des lésions lithiques sur des os dans des momies égyptiennes. La première description contemporaine a été au milieu du 19e siècle par le docteur McIntyre, où il y avait un patient, M. McBean, qui avait une fatigue, des douleurs osseuses. Puis, en fait, il a appelé ça motillitis and fragilitas osseum. Donc, vraiment, là, des petits trous, il y a une fragilité au niveau des os. Ça a été publié seulement 15 ans plus tard. Il y a d'autres gens qui ont publié sur ce patient-là avant, dont Dr. Ben Jones, un an plus tard, qui a fait parler d'une protéine urinaire. La protéine urinaire a été découverte peut-être presque 100 ans avant la protéine sérique au niveau des myélomes. C'était plus facile à tester au niveau de l'urine. Donc, c'était Dr. Ben Jones qui a encore le test, mais son test à lui, c'était vraiment un test où la protéinurie habituelle, comme l'albumine, il va y avoir une précipitation au chaud et au froid qui va être différente des chaînes légères.
Après ça, un chirurgien, en 1946, a publié sur l'examen pathologique du patient Dr. McIntyre. 1873, première où on a parlé du terme myélome multiple pour la première fois. Vers la fin du 19e siècle, le docteur Kaller, qui a fait une revue sur le myélome. Pendant plusieurs années, le myélome s'est appelé la maladie de Kaller, en l'honneur de ce docteur-là. Puis, Dr. Wright, un pathologiste qui a fait beaucoup de coloration. La coloration de Wright, ça vient de lui, a identifié les plasmocytes comme étant la source du myélome multiple. Au niveau des... il y a après ça, les premiers traitements, en fait, il y a eu la radiothérapie au début du siècle, au début du 20e siècle, dans les années 1900, où on utilisait la radiothérapie pour aider pour les douleurs. Ensuite, il y a eu des traitements. Je vais revenir sur les traitements, parce que quand on parle de traitements plus tard, mais il y a eu des traitements, là, voyez-vous, le melphalan qu'on utilise encore, qui a plus de 50 ans, et la greffe, thalidomide et les autres, mais je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Pour la présentation clinique, en fait, il y a plusieurs dyscrasies plasmocitaires, donc les maladies reliées aux plasmocytes. Vous avez là, le MGUS, le myélome. En fait, on va discuter des 3 qui sont en rouge. Les autres, je n'en parlerai pas plus en détail, mais il y a aussi des plasmocytomes, donc vraiment là, une tumeur isolée, donc un myélome, mais qui est isolé uniquement à un seul endroit, contrairement au myélome qui est plus répandu. Les leucémies plasmocytaires, qui peuvent être primaires, initialement au diagnostic ou secondaire lorsqu'ils surviennent après un myélome multiple. L'amyloïdose, le Waldenstrom, puis d'autres également, dyscrasie plasmocitaire. On va parler surtout là, plus en détail un peu de ces 3-là. Ça, c'est une série de la clinique Mayo à Rochester. Donc, vous avez, les autres qui avaient regardé en 2008, il y avait 1612 patients qui avaient des gammopathies monoclonales. On va revenir un peu là-dessus tantôt. Le plus fréquent, évidemment, c'est le MGUS. Ensuite, il y avait le myélome, l'amyloïdose, après ça, des syndromes lymphoprolifératifs, des myélomes indolents, des smoldering multiple myeloma, puis après ça, des plasmocytomes, ça c'est Waldenstrom et autres. Ici, c'est sûr qu'il faut penser qu'à Mayo, c'est un centre de référence, donc ils ont plus d'amyloïdose qu'ils devraient avoir, parce que c'est un centre de référence pour l'amyloïdose. Il y a plus de myélome, la différence est beaucoup plus importante. Il y a beaucoup plus de myélome que d'amyloïdose. Puis les MGUS, il y en a à peu près 80 fois plus que de myélome. Donc ici, c'est parce que les autres, c'est un centre de référence. Il n'y a pas 3 fois plus de MGUS que de myélome. C'est vraiment une différence qui est surtout en raison que c'est un centre de référence. Donc, quand on regarde le MGUS, ça a été justement une entité qui a été décrite à la clinique Mayo à Rochester par Dr. Kyle il y a plusieurs années. Donc, avant ça, on l'appelait monoclonal, ça c'est un acronyme anglais, là, désolé pour c'était monoclonal gammopathy of unknown significance, puis ça a été changé pour undetermined significance, parce qu'en fait, au début, c'était vraiment inconnu qu'est-ce qui allait se passer. Maintenant, entre inconnu puis indéterminé, vous allez me dire, bon, il n'y a pas de grosse différence, là, mais c'est pas totalement inconnu parce qu'on connaît un peu l'histoire naturelle. C'est juste que pour un patient donné, on ne peut pas vraiment déterminer s'il va avoir, à part il y a quelque chose qui peuvent nous voir s'ils sont plus à risque ou pas. Donc, c'est une protéine monoclonale par rapport aux protéines polyclonales qu'on a normalement, qui est isolée dans le sang ou dans l'urine, ou les deux. On dit qu'à peu près 3% des personnes de plus de 50 ans ont un MGUS, puis quand on atteint 80 ans et plus, c'est environ 10% des gens qui ont un MGUS. On évalue qu'en 2015, aux États-Unis, il y a à peu près 5 millions de personnes qui ont un MGUS comme tel. Parfois, les patients demandent si le risque est augmenté quand ils ont un MGUS dans la famille. Oui, un peu plus de risque si un parent du premier degré, frère ou sœur, ou parent ou enfant. Puis, il y a une entité aussi qui est un peu nouvelle, qui est le MGUS transitoire. Fait qu'un MGUS transitoire, on pense que la majorité du temps, c'est pas parce qu'il y a eu un petit plasmocytose monoclonale puis qui a disparu, ou la majorité du temps, c'est l'interprétation qui a été un peu de overreading. Là. Quand on fait là, parfois là, on lit des immunofixations, parfois il y a une petite bande là, qu'on n'est pas sûr, puis c'est vraiment... fait que pour ça que quand c'est fait par immunofixation, à peu près 16% du temps, ça peut arriver que ça soit que quand on le refait là, 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, on ne le retrouve pas, là, que ça soit vraiment isolé. Il n'y a pas vraiment d'utilité à dépister le MGUS parce que c'est très fréquent
et il n'y a pas de traitement pour ça, et ça apporte, la majorité des gens qui ont ça n'auront jamais de problème, puis ils vont mourir de leur belle mort un jour, ils n'auront jamais développé de myélome ou autre maladie, et ça peut apporter beaucoup d'anxiété qui n'est pas nécessaire. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas de l'électrophorèse des protéines chez quelqu'un qui est en bonne santé, là, qui n'a pas de problème. Donc, les patients qui ont ça, en fait, je dis des patients, ne sont pas vraiment des patients, sont asymptomatiques. On dit qu'à peu près 1% par année vont développer une dyscrasie plasmacytaire maligne, donc soit un myélome, amyloïdose, syndrome lymphoprolifératif ou autre. Et le type de MGUS puis le niveau de la paraprotéine va influencer les chances. Donc, c'est sûr que si on a MGUS, il n'y a pas des grosses différences. On dit les IgG, IgA, c'est environ 1% par année. IgM, c'est un petit peu plus élevé, puis à chaîne légère, c'est un petit peu plus bas. Puis le niveau de protéines, donc si on a en bas de 10 grammes, c'est peut-être 1,5 de 1% par année, c'est pas 1% par année. Et si on a un niveau très élevé en haut de 20 grammes, bien là, c'est plus autour de 3% par année. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces patients-là? En fait, on fait un bilan limité. En fait, souvent, ce qui va arriver, c'est que dans le cadre d'un bilan de santé annuel, ce qui ne devrait pas être fait, ou en tout cas, plus si quelqu'un a des symptômes, un peu fatigué, tout ça, le médecin va faire différents tests, entre autres une électrophorèse des protéines, puis là, il reçoit le résultat, puis là, il y a une bande monoclonale. Fait que qu'est-ce qu'on fait? La personne, en tout cas, a très peu de symptômes, ou pas du tout. Fait qu'on fait un bilan assez limité. J'en parle un peu plus loin, mais en fait, on fait souvent une formule sanguine, fonction rénale, calcémie, un bon examen physique, s'il n'y a pas de douleur osseuse, puis tout ça, on ne fait pas de ponction de moelle, on ne fait pas de série osseuse pour ces patients-là, à moins d'avoir des paraprotéines assez élevées ou un patient qui est très, très, très jeune. Et en fait, le traitement, c'est pas de traitement, c'est un suivi. Donc, au début, on recommande 3 à 6 mois de faire un contrôle, puis par la suite, c'est une fois par année ou aux 2 ans. Pour voir s'ils évolueront pas, pour essayer de sélectionner ceux qui ont le 1% par année qui va développer un myélome. Dans la littérature, puis dans mon expérience, c'est clair que des patients qu'on suit pour un MGUS, puis qui ont été identifiés, puis qui vont progresser vers un myélome là, dans l'année, souvent les gens sont inquiets, ils ont dit, ben là, si c'est juste dans un an, la majorité du temps, il y a 99% des chances de ne pas progresser dans l'année qui suit. Puis le 1%, habituellement, c'est une progression, la grande majorité du temps, qui est quand même assez lente. Pour l'autre que je voulais parler, c'est le myélome indolent. Je n'en parlerai pas trop en détail, parce que le docteur Côté va en parler tout à l'heure, mais en fait, on va en parler pour le diagnostic. Donc, c'est des gens aussi qui, normalement, devraient être asymptomatiques. Là, c'est une question uniquement de niveau là, de protéines et tout ça. Donc, c'est des gens, s'ils ont eu une ponction de moelle, vont avoir une plasmacytose entre 10 et 59% ou une paraprotéine, donc très élevée, en haut de 30 grammes par litre. Puis il n'y a pas d'autres facteurs, là, les 4 CRAB du myélome et les 3 MDE, que le Dr Côté va parler tantôt, donc je n'en parlerai pas plus. Et tantôt, on parlait qu'il y avait 1% de risque de développer un myélome par année pour les MGUS. Pour les myélomes indolents, c'est environ 10% par année. Donc, c'est plus élevé. Mais si on a eu... Moi, j'ai des patients qui ça fait 5 ans, 6 ans. On sait que s'ils n'ont pas évolué dans les 5 premières années, là, le risque baisse beaucoup, à peu près à 3% par année. Puis s'ils n'ont pas évolué dans les 5 années suivantes, ils viennent à peu près au même niveau que des patients qui ont un MGUS. Souvent, c'est des gens qui vont avoir eu une ponction de moelle au début puis qui avaient 10 ou 11%. Donc, on a dit, ce n'est pas un MGUS, c'est un myélome indolent. Mais finalement, dans le suivi, il n'y a pas développé de problème. Le traitement en 2016, il n'y en a pas. Il y a des études en cours. Il y a eu des études déjà qui ont été faites pour des myélomes indolents à haut risque, qui étaient des études favorables pour le traitement, mais c'était vraiment une sous-population très ciblée. Il y a d'autres études en cours actuellement, là, surtout espagnoles, pour le traitement du myélome indolent, mais en fait, le traitement en 2016, là, c'est participer sur une étude clinique où l'observation, il n'y a pas de traitement comme tel, il n'y a pas d'évidence, parce qu'en fait, les gens pourraient dire, mais là, ça ne serait pas bon de le traiter au niveau du MGUS ou du myélome indolent, comme il y a beaucoup de gens qui ne développeront rien, puis les traitements sont toxiques, puis il n'y a aucune évidence scientifique que de le traiter, ça fait une différence, bien, c'est pour ça qu'on ne peut pas... On fait un suivi.
Bon, le myélome comme tel, c'est une maladie, c'est relativement rare quand même. On dit 1% à peu près des néoplasies, puis c'est environ 10% des néoplasies hématologiques. Quand on regarde toutes les leucémies, les lymphomes, c'est à peu près 1 sur 10. L'âge moyen, c'est 66 ans, mais on en a des patients qui ont 25, 30 ans, puis d'autres qui sont plus âgés. On dit qu'à peu près 4 à 5 cas par 100 000 par année. C'est plus fréquent chez la population noire, puis un peu moins chez certaines populations, là, comme les Mexicains et les Japonais. Un peu plus fréquent chez les hommes, puis également dans les parents du premier degré. Donc, si souvent des gens qui ont un myélome nous posent la question, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que mes enfants, mes frères et sœurs sont à risque? C'est sûr que si on a une malchance sur 20 000 par année, puis on l'augmente de 3 fois, ça monte à 1 sur 8 000 par année. Donc, il n'y a pas de dépistage qui est recommandé pour la famille des gens qui ont un myélome multiple, mais on sait maintenant que le risque est augmenté un peu. On dit en 2011, il y avait 2300 nouveaux cas au Canada, avec 1370 décès, puis il y avait 7000 personnes qui vivaient avec le myélome. Donc, l'incidence annuelle, 2300, la prévalence, c'est les gens qui sont porteurs d'un myélome. En 2011, c'était 7000. Pour la symptomatologie, c'est très varié, puis c'est souvent non spécifique. Donc, souvent, il va y avoir donc les symptômes non spécifiques. Il peut y avoir quand on regarde les données, on voit qu'à peu près le tiers des patients ont de la fatigue. On sait que le 3/4 des patients qui ont un myélome à la présentation vont avoir une forme d'anémie sévère ou modérée. On voit aussi parfois une perte de poids qui n'est pas si fréquente que ça, à peu près le quart, mais à peu près 10% des gens vont avoir perdu là, plus que 10% de leur poids, là, donc peut-être 15 livres et plus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est si rare que ça. Les symptômes reliés à l'atteinte osseuse, peut-être 60% des gens vont avoir une atteinte osseuse. Ces douleurs qui sont surtout associées au changement de position. On retrouve souvent aussi une diminution de la taille à cause des écrasements vertébraux. Il peut y avoir parfois des compressions médulaires. Quand il y a une atteinte au niveau de la moelle des vertèbres, c'est sûr que ça, c'est une urgence. Là, si quelqu'un a une paralysie soudaine, il faut que ça soit traité de façon urgente. Les symptômes reliés à l'insuffisance rénale sont quand même pas si rares que ça. 50% vont avoir une atteinte de la fonction rénale, 20% une atteinte assez significative, là, avec une créatinine qui va être quand même assez élevée. Ça peut être des fatigues, nausées. J'ai mis péricardite, c'est très, très rare à moi d'avoir un niveau très, très élevé. Moi, travaillant à l'Hôtel-Dieu de Québec, c'est sûr que nous, on a un biais, vu que la néphrologie est là, on a beaucoup de patients qui ont un myélome, qui ont une insuffisance rénale, plus que dans d'autres milieux, on pourrait retrouver. En raison de ce biais de référence-là. L'hypercalcémie est retrouvée à peu près 28% des gens. Ça peut avoir de la confusion, constipation, polyurie. Puis les symptômes, évidemment, reliés à l'immunosuppression, parce que les gens qui ont un myélome, souvent vont avoir une pan-hypogammaglobulinémie, donc tous les niveaux d'anticorps normaux sont abaissés ou même parfois effondrés. Donc, il peut y avoir des infections à répétition, souvent sinus, poumons, souvent des germes encapsulés, là, pneumocoque, Hémophilus influenzae de type B et ces choses-là. Donc, pour le diagnostic, on fait des examens sanguins, examens urinaires, des examens radiologiques au niveau pathologique, au niveau de la moelle osseuse. Puis il y a d'autres examens également là, que je vais discuter. Donc, ça, c'est des questions qu'on a souvent par certains patients, mais beaucoup aussi par les résidents, les externes, les étudiants en médecine qui sont un peu mêlés avec tout ça, parce que c'est vrai que ça peut être mêlant. Donc, l'électrophorèse des protéines, c'est un test qui est... on a comme un gel ici, là. Fait que vous voyez, en fait, on met du sérum de la personne qui va avoir un test. Puis là, on va avoir une migration selon la charge et selon le poids. Donc, vous avez ici l'albumine, qui est une bande qui est normale. Là, on a beaucoup d'albumine dans le sang. Puis ici, c'est la région des gamma-globulines. Donc, ici, normalement, là, on va avoir un genre de... Je ne sais pas si on voit bien, un smear comme étalé, là, polyclonal. Ça, c'est une électrophorèse tout à fait normale. Si on retrouve une bande ici comme ça, contrairement à ce qu'on avait tantôt, donc ça, c'est un peu un test de dépistage. Donc, ça nous dit qu'il y a une paraprotéine anormale. Et pour calculer la quantité, bien, on va faire avec un ordinateur, là, on va faire l'air sous la courbe ici là, de cette bande-là. Ça va nous donner 3 grammes, 4 grammes, 10 grammes par litre de paraprotéine. Donc, la protéine elle-même, c'est dosé par l'électrophorèse. Mais quand on a ça, ça ne nous dit pas qu'est-ce qu'on a comme c'est quoi? C'est un IgG kappa, IgA lambda. Est-ce que c'est vraiment réel?
À ce moment-là, on fait une immunofixation. L'immunofixation, en fait, on reprend l'électrophorèse qui est ici avec l'albumine, puis les alpha 1, alpha 2, bêta. Ça, c'est d'autres protéines normales qui sont dans le sang. Puis là, on a la région des gamma-globulines comme on avait tantôt. Puis on remet ce même sérum-là avec des anti-gamma, anti-alpha, mu, kappa, lambda. Puis ici, on retrouve un pattern qui est polyclonal. Donc, quand on regarde ça, il n'y a pas de prédominance au niveau d'une protéine ou autre. Ici, ça, c'est une immunofixation anormale. Donc, on a la bande ici qu'on ne peut pas dire c'est quoi. Mais là, quand on regarde, ici, on a gamma, alpha, mu, kappa, lambda. Donc, on se rend compte que ici, c'est pas normal. C'est pas comme l'autre où on voyait tantôt un genre de smear uniforme. On a vraiment une bande ici qui est IgG kappa. Donc, c'est comme ça qu'on peut identifier. Ça, c'est un test donc qui n'est pas quantitatif. Ça ne nous dit pas l'importance de la paraprotéine. C'est vraiment là, tantôt avec sous le pic qu'on fait la quantification. Mais ça nous dit en fait que c'est une IgG kappa. Donc, une fois qu'on l'a fait, ce test-là, on ne le refait pas de routine parce qu'on sait déjà que c'est une IgG kappa. On va le refaire seulement si on a une rémission complète au niveau de l'électrophorèse puis on veut le documenter pour ça. Ça, c'est juste historique. L'immunoélectrophorèse, parfois, on va entendre parler d'une bande monoclonale. Ça, c'est avec l'immunofixation, donc la bande ici. On entend aussi parfois des arcs monoclonaux, peut-être un peu moins qu'avant, mais c'est un vieux terme. Donc, c'est la même chose que l'immunofixation tout à l'heure, donc global, anti-IgG, IgA, IgM, kappa, lambda. Puis normalement, là, c'est une bande comme ça, mais quand il y a un genre d'arc comme ici, il faut avoir la foi, pour... Quand on commence à lire ça, ici, c'est assez clair, là, mais parfois, c'est difficile à trouver. Puis, on voit ici qui est kappa. Donc, c'est un IgG kappa également. Donc, on retrouve alors que ça devrait être normalement comme ça. Donc, ça, c'est l'immunoélectrophorèse des protéines sériques. C'est un test qui est manuel, qui est plus utilisé, je pense, en tout cas plus au Canada, à ma connaissance, là. Et c'est un test qui est moins sensible que l'immunofixation. Donc, on est mieux avec l'immunofixation, le test que j'ai montré là, juste avant. Pour le dosage des immunoglobulines, c'est par néphélométrie, les chaînes légères libres également. J'en parlerai pas plus, le docteur Courjal va en parler tout à l'heure. Pour au niveau des urines, c'est la même chose. Donc, quand on fait une collecte urinaire des 24 heures ou une collecte, un spot, normalement, la protéinurie, c'est moins de 0,15 grammes par collecte, là, par 24 heures. Si, chez les myélomes, on retrouve soit une protéinurie, en partie un peu d'albumine, mais surtout la chaîne légère comme telle. Donc, ici, on a la même électrophorèse qu'on peut faire avec gamma, bêta, l'albumine ici. Je n'ai pas de patient normal, là, mais ici, là, le patient normal, on devrait avoir... il n'y a pas de bande ici, là. Alors que quelqu'un qui a une amyloïdose ou une maladie où il y a beaucoup d'albumine, on a un pic pour l'albumine. Pour le myélome, on a un pic ici pour les chaînes légères. Syndrome néphrotique, même chose ici, un pic pour l'albumine. Donc, si on a une protéinurie importante, des fois on dit 2 grammes, 4 grammes par jour, bien c'est sûr, on veut savoir c'est-tu de l'albumine ou c'est des chaînes légères. Puis si c'est des chaînes légères, c'est quoi le pourcentage? Si on nous dit il y a 5% de chaînes légères puis 95% d'albumine, ça fait moins penser à un myélome. On recherche plus l'amyloïdose à ce moment-là. Quand on a un myélome, souvent, ça va être 80-90% de la protéinurie qui va être des chaînes légères. Puis pour savoir quel genre de chaîne légère, on va faire encore là une immunofixation sur les urines. Ici, les myélomes, on voit là une bande kappa. En fait, il y a 2 bandes ici. Normalement, ça devrait être comme ça, là. Ça, c'est un syndrome néphrotique, une maladie des reins où on perd des protéines, mais il n'y a pas de myélome, il n'y a pas de dyscrasie plasmocitaire sous-jacente. Donc ça, c'est ce qu'on fait au niveau sérique et urinaire. Au niveau radiologique, il y a 4 sortes d'examens qu'on peut faire. Le test de dépistage, c'est la série osseuse où on va faire là, des examens là, du crâne, du rachis costal, des os longs proximaux. Et ça, c'est le crâne. Donc, ce qu'on voit ici, c'est des lésions lithiques qui donnent, il ne faut jamais dire jamais, là, mais à peu près jamais de symptômes. Les gens qui ont ça, ils n'ont pas mal à la tête, ils n'ont pas de... C'est rare qu'ils vont avoir un problème au niveau neurologique. En fait, j'en ai jamais vu. Mais c'est ça, c'est un test ça fait partie de la série osseuse, puis c'est souvent sur le crâne qu'on va mieux voir parfois les lésions lithiques, mais pas toujours. Parfois, il n'y en a pas au crâne, puis il y en a ailleurs. Parfois, il n'y en a pas du tout, puis les patients ont des symptômes, ils ont dit, là, la série osseuse, il faut qu'il y ait une certaine déminéralisation pour qu'on puisse voir des lésions lithiques. Donc, un test qui est plus sensible, c'est la tomodensitométrie, où on voit ici, là, ça c'est un corps vertébral, on a le corps vertébral en avant,
la moelle épinière qui passe dans le milieu. Ça, c'est l'épine qu'on sent au niveau du dos. Là, le patient il est couché sur le dos. Et on a ici là, une lésion là, qui n'est pas normale. Donc, quand on a ça, si on avait juste ça et on n'avait rien d'autre, il faudrait faire une biopsie de cette lésion-là. Parce que c'est pas, quand les gens nous arrivent, c'est pas écrit myélome ou c'est pas écrit dans le front. Là. Fait qu'il faut vraiment quelqu'un qui aurait une lésion puis qui aurait une plasmacytose médulaire et tout ça. Avec ça, ça serait concordant. Donc, c'est un test qui est plus sensible également. Même chose pour la résonance magnétique. On a ici, là, ça c'est la colonne lombaire et le début de la colonne dorsale. Donc, on a les corps vertébraux ici, la moelle épinière là, qui se termine ici. Donc, c'est un test aussi qui est plus sensible, surtout au niveau des lésions comme telles. Je pense que le Dr Côté va en parler un petit peu plus tantôt au niveau là, des recommandations là, pour les nouvelles lignes diagnostiques. Puis le TEP scan, qui est un peu moins utilisé, mais qu'on utilise à l'occasion pour quand on a un myélome indolent puis qu'on n'a pas de... qu'on veut vraiment là, voir s'il y a quelque chose. On voit ici, donc ça, c'est une coupe coronale. On voit la colonne ici dorsale, lombaire, le bassin, ça, c'est les reins, le foie, la rate de l'autre côté. Donc, on voit ici qu'il y a une lésion anormale au niveau d'un corps vertébral. Ça, c'est un autre patient où on voit qu'il y a beaucoup de lésions à plusieurs niveaux. Donc, normalement, ça devrait être comme ça, là, si on a remis cette lésion-là. Donc, on voit ici que c'est sûr que le TEP scan ou la résonance ou la tomodensitométrie, ce n'est pas un test, c'est des photos. Ça nous dit juste, il y a quelque chose là. Après ça, arrangez-vous. Là, le radiologiste nous dit, trouver le diagnostic, mais ça peut nous aider parfois là, pour certains patients qui ont un myélome, disons, indolent, qui ont des douleurs osseuses qu'on ne trouve pas, parce que parfois, ça peut être de l'arthrose, ça peut être autre chose. On ne veut pas traiter quelqu'un qui a un MGUS et de l'arthrose avec de la chimiothérapie. Fait que parfois, il faut aller plus loin puis faire des examens plus complémentaires. Au niveau de la ponction aspiration de moelle osseuse, en fait, on le fait en général, quand on veut faire une biopsie, on le fait au niveau de la crête iliaque postérieure. On peut faire la crête iliaque antérieure également, mais là, c'est un petit peu plus épais. Je pense qu'il y a moins de gens qui sont habitués et qui le font à ce niveau-là. On peut le faire en position couché sur le côté ou couché sur le ventre. Donc, on fait un prélèvement au niveau pour l'aspiration de liquide pour faire des tests le médulogramme, où on va regarder au microscope de la moelle liquide. Puis on fait des prélèvements aussi de plus en plus pour des tests plus élaborés, comme les tests de Fish pour le pronostic. Donc on le fait à ce moment-là. Puis après ça, on fait un prélèvement d'os comme tel, ou un petit morceau d'os pour la biopsie par la suite. Donc à ce moment-là, nous, ça c'est une coloration suite à l'aspiration. J'en ai pas mis de la biopsie, parce que c'est quand même assez différent. Là. Donc, on voit ici là, uniquement des plasmocytes, donc un plasmocyte même binucléé. Donc, c'est sûr que ça, c'est pas quelque chose qui est normal. Les tests de Fish, donc, on les fait, comme je disais tout à l'heure, au moment où on fait l'aspiration médulaire. Fish, c'est vous avez l'acronyme anglais, là, Fluorescence In Situ Hybridization. C'est des tests qui se font pour beaucoup, beaucoup d'autres maladies que pour le myélome. Ça se fait depuis très longtemps pour d'autres tests. Il y a des anomalies. Je ne parlerai pas plus de ça, parce qu'on pourrait en parler 1 heure juste des tests de Fish là, au niveau du myélome. Il y a des anomalies, on sait, qui ont un moins bon pronostic. Puis même si en 2016, il n'y a pas d'influence sur le traitement initial, parce qu'on n'a pas le résultat de ça tout de suite, il peut avoir une influence sur le traitement subséquent. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose, en 2016, dans mon livre à moi, tous les patients qui ont un nouveau diagnostic de myélome devraient avoir des tests de Fish, pour au moins entre certaines anomalies. Ceux qui étaient normaux au début, est-ce qu'à la rechute, ils devraient en avoir? Ça, c'est pas si clair. Il y a des études qui se font là-dessus, mais c'est moins clair un peu, parce qu'on sait qu'il va y avoir, parfois, des myélomes vont se transformer à la rechute, ou ce ne sera pas la même maladie exactement. La dernière chose que je veux parler pour le diagnostic, c'est au niveau de la maladie résiduelle minime, donc le MRD, le Minimal Residual Disease. Ça, c'est au diagnostic. Donc ça, c'est ici, la flèche, c'est la quantité. Plus on est vers le haut, la maladie est là. Puis plus on est vers le bas, plus la maladie est tranquille ou dormante ou en rémission. Puis ça, c'est avec le temps. Fait que moi, souvent, je dis aux patients, on part de là, on est rendu là, on fait la greffe, on est rendu là. Mais ce qu'on veut, c'est d'arriver au plancher, puis surtout rester au plancher le plus longtemps possible. Donc, ce qu'on sait maintenant, puis qu'on ne savait pas avant, donc ça, c'est un patient qui a une réponse partielle. Donc, il y a encore une électrophorèse
Si on baisse en bas de cette ligne-là, on a l'électrophorèse qui est négative. En bas de cette ligne-là, une immunofixation qui est négative. Puis en bas de cette ligne-là, une MRD négative, qui est d'autres tests qui sont faits, pour ça que je n'entrerai pas en détail. Mais c'est sûr que la question, ça, c'est pas optimal. Mais une fois qu'on est en rémission complète, donc ce patient-là, cette flèche-là, on a une immunofixation négative, c'est quand même un bon résultat. Mais on a des patients ici qui seraient immunofixation négative et MRD négatif aussi. Donc, est-ce qu'il y a une différence quand on est rendu au rôle tapis ou au rôle plancher, là, qu'on a peut-être 2 cm de différence à partir du plancher, est-ce que ça fait une différence? Maintenant, on sait que oui. Il y a une étude qui a été présentée à l'IMW à Rome à l'automne dernier où, en fait, ils ont regardé des patients, des nouveaux... en fait, l'utilité de ça, c'est qu'avant, on avait des traitements qui étaient relativement moins efficaces, puis il y avait très peu de patients en rémission complète. Donc, si tu as 5% des gens qui ont une rémission complète, de faire des tests comme ça, c'est pas très, très utile. Je sais pas, ça va être, je veux dire, il y a 5% des gens qui feraient une différence. Maintenant qu'on a des traitements où on retrouve des taux de rémission complète de 40, 50, 70% avec certains protocoles, puis ça n'ira pas en diminuant avec les nouveaux anticorps monoclonaux et tout ça, mais là, il y a un intérêt peut-être de savoir, si tu es en rémission complète, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient faire qu'on pourrait en savoir plus sur la rémission complète? Donc, le docteur Monchi à Rome a regardé, en fait, ils ont regardé, eux autres, 304 études. Ils en ont retenu 4, parce qu'il y avait uniquement 4 études où les gens avaient fait des tests de MRD chez des patients en rémission complète. Puis il y avait donc près de 500 patients évaluables, tous en rémission complète. Là-dessus, il y en avait, c'était des tests de MRD qui étaient faits soit par flux cytométrie ou des tests de PCR, là, de Next Generation Sequencing, là, qui sont des tests où on peut retrouver peut-être une cellule anormale pour le flux cytométrie là, sur 10 000 ou sur 100 000 cellules. Donc, il y en avait la majorité qui était en rémission complète était MRD négatif. Il y en a qui étaient MRD positif. Puis, on regardait en fait la survie sans progression à 5 ans. La survie sans progression moyenne était de 5 ans versus 3 ans. Donc, les gens qui avaient rémission complète au niveau de l'immunofixation et qui étaient MRD négatif, en moyenne, leur rémission durait 5 ans. Donc, il y en a qui duraient 15 ans, puis il y en a qui duraient moins. Puis, les autres, c'était 3 ans. Puis quand on regarde à 5 ans, il y en avait encore 50% qui étaient en rémission complète, puis 29% dans le groupe qui était MRD positif. Puis pour la survie globale, c'était la même chose. On avait donc ici qui n'était pas atteinte versus 82 mois. J'ai des photos que j'ai prises lors du congrès. Là. Fait qu'on voit ici pour la survie sans progression. Donc on a peut-être 30% des gens, 10 ans après le diagnostic, qui sont encore en rémission. Donc ils n'ont jamais eu besoin d'un autre traitement. Et ceux qui sont MRD positifs, il y en a quand même, c'est des gens sélectionnés, c'est des gens qui sont en rémission complète. L'immunofixation, ce n'est pas une courbe standard parce qu'on a vraiment des gens qui sont sélectionnés, mais on voit que même les gens MRD positifs, on va avoir, il y en a un pourcentage de peut-être presque 20% qui sont encore en rémission complète 10 ans après. Puis pour la survie globale, là, les chiffres, c'est sûr qu'ils sont mieux un peu, autour de 50%. Fait qu'en fait, la raison pourquoi je vous parle de ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Là. Les MRD, pour moi, là, à Rome, à l'automne dernier, là, c'était une des grosses affaires qui a été discutée. C'est qu'il y a des études en cours pour les gens qui sont immunofixation négative, donc rémission complète, MRD négatif, et qui, au fil du suivi, deviennent MRD positifs. Parce que ça vaudrait la peine de les traiter à ce moment-là pour les remettre MRD négatifs. Fait que ça, c'est des études qui sont en cours. Donc, ça va être quelque chose à suivre. Donc, pour le bilan diagnostique, donc, pour conclure, avant de passer à la dernière partie qui est le traitement, donc, quand on a une bande monoclonale, on fait un petit bilan de base. Puis après ça, pour décider si on fait un bilan plus extensif, comme une série osseuse, médulogramme et tout ça, il faut voir un peu selon les symptômes. Quelqu'un qui est totalement symptomatique, quelqu'un qui est symptomatique, ça ne sera pas la même chose. Si le bilan de base est anormal ou pas, le niveau de la paraprotéine, des fois, on a 0,5 grammes par litre par rapport à 22 grammes par litre. C'est sûr que c'est pas la même chose. L'âge du patient aussi peut influencer un peu. Si on a un patient qui a 32 ans, bien c'est sûr que ça va peut-être être différent que si un patient a 88 ans. Puis il faut comprendre aussi que la raison pourquoi je dis ça, c'est que tous les tests qu'on fait ont des conséquences. Quand tu fais une série osseuse à quelqu'un, là, tu arrives, puis là, le radiologiste te dit « Ah, bien, il y a peut-être un petit lac veineux, il y a peut-être une petite lésion bénigne au niveau. » Puis là, bien, tu refais un scanner, résonance, TEP scan. Donc, ça amène beaucoup d'anxiété, puis ça amène d'autres examens.
Donc, ce n'est pas juste le coût des examens, c'est le coût relié aux patients pour l'anxiété, tout ça, qui parfois va être sera pas nécessaire. Puis la moelle osseuse, quand on fait des moelles osseuses, il peut y avoir des symptômes reliés à ça, puis parfois, il peut y avoir des résultats là, qui sont non concluants. Donc, la majorité des gens qui ont une paraprotéine, qui sont asymptomatiques, bilan de base normal, niveau de paraprotéine très faible, quelqu'un qui n'est pas extrêmement jeune, en général, on va faire un suivi, puis ça sera toujours le temps de faire l'examen des os de la moelle si dans 3 mois, dans 6 mois, on voit que la protéine augmente beaucoup, ou là, ça signe que c'est peut-être pas quelque chose de si banal que ça. Pour le traitement, j'ai mis un peu l'historique, donc il y a des codes rapportés là, de sangsues, mais ça, je prends des sangsues, puis j'aurais pu mettre aussi les phlébotomies, là, les saignées, là, c'était utilisé à peu près pour toutes là, donc à la Renaissance. La radiothérapie, un peu. L'uréthane était le premier traitement qui a été démontré un peu efficace, mais il y a une étude randomisée qui a été faite dans les années 60 par rapport à un sirop de Coca-Cola, puis il n'y avait pas de différence. Donc, l'uréthane, vous comprenez, a été abandonné. Le melphalan, 1958, donc un traitement qu'on utilise encore, soit intraveineux pour les greffes de moelle osseuse ou en comprimé pour certains traitements là, pour les gens pas éligibles à la greffe. On s'est, au début des années 60 également, rendu compte que les stéroïdes étaient très utiles pour le traitement du myélome. Des traitements VBMCP, moi j'ai utilisé ça quelques fois là, quand j'étais résident. Là, c'est un traitement là, avec un acronyme avec 5 médicaments de chimiothérapie, dont le melphalan. Le VAD qu'on a utilisé beaucoup jusqu'au début des années 2000 pour l'induction pour les patients là, qui avaient pour des greffes de moelle osseuse. L'interféron qui a été utilisé surtout pour l'entretien dans des études, mais qu'on n'utilise plus du tout. La greffe, il y a eu quelques codes décrits avant, mais les premières publications pour le myélome des greffes autologues au début des années 80. Dans les années 90, il y a eu une explosion de traitements, surtout depuis les années 2000, où là, on retrouve, là, en fait, on peut les diviser en 3 groupes. Les imides, le groupe du thalidomide, l'énalidomide, pomalidomide, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, les premières données vraiment ont été publiées en 99, approuvées aux États-Unis en 2006. Je n'ai pas réussi à trouver au Canada, mais de mémoire, là, c'était aux États-Unis avant 2006 qu'ils ont pu l'utiliser. Pour le Canada aussi, on l'utilisait là, au début des années 2000. Là, c'était disponible difficilement par Santé Canada, mais c'était disponible. L'énalidomide qui est approuvé quelques années plus tard, pomalidomide qui est plus récent, donc, puis les protéasomes, donc le bortezomib qui était le premier, qui a vraiment changé. Je dirais que le thalidomide puis le bortezomib, ça a changé la pratique. Moi, ça fait 17 ans que je suis en pratique, j'ai connu l'ère là, où le traitement du myélome n'avait pas changé depuis 30 ans, ou quelque chose où là, ça arrive tout d'un coup, là, des grosses différences. Le thalidomide, on l'utilise presque plus, mais on a eu des patients qui ont eu des très bonnes réponses avec ça. Pas mieux qu'avec les 2 autres, mais on avait juste celui-là. Puis c'était un mode d'action complètement différent. On avait juste melphalan, prednisone ou VAD. Fait qu'imaginez-vous, là, c'était pas l'embarras du choix. Quand est arrivé le thalidomide, ça a fait une grosse différence. Quand est arrivé le bortezomib, le Velcade, bien, ça a été une grosse amélioration. Et il y a le carfilzomib, qui est un inhibiteur de protéasome de 2e génération, qui est plus efficace un peu que le bortezomib dans les études, la seule étude randomisée entre les deux. Puis l'ixazomib, qui est un inhibiteur de protéasome oral, donc c'est l'avantage. Donc ici, on a bortezomib était intraveineux avant, maintenant il est sous-cutané. Carfilzomib est intraveineux. Dans les études initiales, c'était 6 fois par mois. Donc, c'est pas très pratique de venir le lundi, mardi, 3 semaines sur 4. Là, il y a des études en cours là, qui sont avec 1 fois par semaine, donc c'est un peu moins pire. Mais l'ixazomib, c'est sûr que c'est très avantageux parce que c'est oral et il semble avoir moins de neuropathie, comme le carfilzomib, alors qu'on en a avec le bortezomib. En tout cas, monoclonaux, il y en a beaucoup à l'étude. Je dirais que les 2 qui sont approuvés, l'élotuzumab était approuvé en novembre dernier. Vous voyez qu'aux États-Unis, en fait, l'ixazomib, l'élotuzumab et le daratumumab, donc ça a été un gros mois. Novembre 2015, aux États-Unis, il y a eu 3 nouveaux médicaments d'approuvés pour une maladie. C'était du jamais vu. Puis le daratumumab a été approuvé, là, Santé Canada, là, tout récemment au Canada. On n'a pas encore l'élotuzumab comme tel. Et en fait, l'approbation de ces médicaments-là, c'est vraiment en combinaison. En fait, pour l'ixazomib et l'élotuzumab, c'est en combinaison uniquement là, avec Revlimid, Decadron. Daratumumab, c'est une autre chose. Donc, pour le traitement, j'ai 2 diapos pour les nouveaux diagnostics et pour les rechutes. Parce que ça, le traitement, vous comprenez qu'on pourrait passer toute la journée, toute la fin de semaine et toute la semaine sur les traitements.
J'ai mis en fait ici là, le nouveau diagnostic de myélome. Donc, le premier choix, évidemment, selon moi, c'est un protocole de recherche s'il est disponible. C'est sûr que tous ces médicaments-là, s'il n'y avait pas eu des protocoles de recherche qui ont été faits, il ne serait pas disponible. Tu sais, le bortezomib, quand il s'appelait le PS341, si les gens avaient dit « Ah, moi, je veux pas être un cobaye, puis je veux pas en avoir », c'est correct, là, chacun a droit ça vole, on respecte toujours la décision des patients pour ça, mais c'est clair que c'est comme ça qu'on peut avancer en médecine. Avec des études cliniques, on a beau se mettre au tableau noir là, ou au TBI, là, puis écrire pendant 2 jours là, toutes les formules. Si on ne l'a pas testé, on ne peut pas savoir si c'est efficace ou pas. Donc, en général, ce qu'on fait, on regarde est-ce que le patient est éligible à la greffe ou pas. Je ne parlerai pas de greffe allogénique, parce que ça, c'est un autre sujet, puis c'est quelque chose qui est peu utilisé en dehors de protocole de recherche, je vous dirais, en 2016. Mais donc, nous, les patients éligibles à la greffe, en général, c'est les patients, on dit un âge, ça va de 65 à 70 ans selon à qui vous parlez, selon les centres de greffe, selon les pays. Quelqu'un qui est quand même en assez bonne forme, parce que ça prend... Donc, au diagnostic, on décide. C'est sûr qu'on peut changer d'idée en cours si les patients auraient l'âge pour être greffés, mais ils sont trop malades, puis ils ne veulent pas être greffés, puis 2 mois plus tard, décident que là, ça peut toujours être réévalué. Mais c'est sûr que c'est ça la première question qu'on se pose. Si le patient est éligible à la greffe, il y a plusieurs protocoles qu'on peut utiliser. Le protocole que nous, on utilise, c'est le CyBorD, mais le VTD a été utilisé beaucoup aussi. Il y a des études qui montrent que c'est un résultat favorable aussi. Peut-être un peu plus de neuropathie, mais sinon, c'est des bons résultats. Velcade Décadron qu'on utilise moins, mais qui est un très bon régime aussi. J'ai mis thalidomide Décadron qu'on utilisait avant, qu'on n'utilise plus maintenant en première ligne. Puis j'ai mis en italique ici VRD, parce qu'au Québec, on ne peut pas avoir le Revlimid en première ligne. Donc, VRD, c'est un protocole qu'on ne peut pas utiliser. Le Revlimid, c'est uniquement en 2e ligne. Donc, en général, on va utiliser un traitement à base de bortezomib et par la suite, pour un nombre de cycles, 4 à 6 mois, dépendamment là, de la réponse et de la tolérabilité. Puis ensuite, on va faire l'autogreffe avec le melphalan à haute dose. Et 1 ou 2 greffes, ça aussi, on pourra en parler pendant très longtemps. Il y a des facteurs qui font qu'on va collecter. Des fois, il y a des patients qu'on va collecter pour 1, pour 2. Avant ça, nous, on collectait toujours pour 2. Il y a plusieurs années. Maintenant, on décide, en fait, lorsqu'on voit les patients pour la greffe, si on va faire une greffe ou pas. Puis ensuite, l'entretien, j'en parlerai pas. Le docteur Leblanc va en parler cet après-midi. Si les patients ne sont pas éligibles à la greffe, à ce moment-là, le traitement va être, en général, soit CyBorD, qu'on peut utiliser également chez les patients plus âgés, soit MPV à base de melphalan, donc melphalan, prénisone, Velcade, MPT, qui est un régime oral complet, donc melphalan, prénisone, thalidomide. J'ai mis RD en italique parce que la même chose, Revlimid, Décadron, c'est un régime oral, mais qui n'est pas disponible au Québec et je ne pense pas ailleurs au Canada en première ligne. La durée du traitement, c'est sûr que quand on utilise le Revlimid Décadron, ce qui n'est pas notre cas, la durée est controversée. Là, on pourrait l'utiliser selon l'étude FIRST pendant jusqu'à progression ou pendant 18 mois. En fait, on pourrait parler de ça longtemps, mais je n'en parlais pas plus ce matin. Si on utilise un traitement à base de CyBorD ou MPV ou MPT, en général, on va faire 6 à 12 mois, dépendamment de la tolérabilité et de la vitesse si un patient a une rémission très, très, très lente, qui tolère le protocole très, très bien, très motivé, c'est sûr qu'on va pouvoir continuer un peu plus longtemps que quelqu'un qui a une rémission complète très précoce, il n'y a personne qui va avoir de la chimiothérapie, là, mais tu sais que le traitement est mal toléré, il y a beaucoup d'effets secondaires, on va avoir tendance à avoir un traitement plus court. Ensuite, l'entretien, même chose, Dr Leblanc va en parler cet après-midi, ou la poursuite du traitement. Pour ceux qui utilisent le Revlimid Décadron dans d'autres pays, on peut argumenter sur l'utilité de poursuivre le traitement. Pour les récidives, les patients quand ils récidivent, donc premier choix, encore là, protocole de recherche, si un patient récidive post-autogreffe, on dit que si la rémission a duré plus de 2 ans minimum, idéalement 3 ans, mais même 2 ans minimum. Donc, je parle de durée de rémission, là, pas que le patient il a rechuté 1 an après, mais que là, ça monte tranquillement. Vraiment, une rémission qui dure 2 ans et plus. La plupart de ces patients-là, on va leur offrir une 2e autogreffe. On a eu des patients qui ont rechuté 5 ans, 8 ans après, où on a fait des autogreffes et on va avec des bonnes rémissions subséquentes. Mais en général, comme la 2e rémission, parfois est plus courte, on a moins tendance à le suggérer pour les patients là, qui ont
1 an et demi, ces choses-là. Donc, c'est vraiment 2 ans et plus. Pour une durée de rémission plus brève, on va avec une chimiothérapie que les patients n'ont pas eu. Donc, en général, pour ceux qui ont eu du Cybardi, ça va être un traitement à base de Revlimid. Si on est aux États-Unis, ça va être Revlimid et elotuzumab Decadron ou Revlimid, Ixazomib, Decadron. Si on est au Canada, ça va être Revlimid, Decadron seul pour l'instant, qui est un excellent traitement, mais les taux de réponse sont un petit peu mieux là, quand on ajoute ces autres agents-là. Si les gens n'ont pas été greffés et qui ont eu de la chimiothérapie, c'est un peu controversé. Il n'y a pas eu une tonne d'études là-dessus. En fait, il n'y a presque pas d'études là, sur les gens quand ils rechutent, sur études randomisées. En général, si le traitement était bien toléré et la durée de la rémission était plus d'1 an, on va tendance à reprendre la même chimiothérapie. Si elle est plus brève, une chimiothérapie différente. Pour le pronostic, donc il y a une amélioration au cours des dernières années. Il y a certains facteurs les patients nous demandent souvent mon pronostic à moi. Là, c'est sûr qu'avec des examens comme le International Staging System, qui est basé sur des prises de sang, ou les tests de cytogénétique et de fiches, le stade du Rie-Salmon et sur le type de traitement reçu, on peut pouvoir donner une idée, en fait, du pronostic de certains patients. Ça, c'est des données de la clinique Mayo, publiées en 2008. Donc, c'est des patients traités il y a plusieurs années. Donc, eux autres, ils ont regardé avant 1996 ou diagnostic après 1996. Puis, il y avait une différence. La courbe grise ici, là, c'est le diagnostic après 1996. Mais quand ils ont regardé plus en détail, ils ont vu que c'était surtout depuis 2001 qu'il y avait une différence. En fait, puis 1994 à 2000, il y avait une certaine amélioration, mais de façon un peu déprimante pour les années 71, 77, 83, 89. Vous voyez, là, les 4 sont regroupés ici ensemble. Donc, il n'y a aucune amélioration dans le traitement du myélome. Donc, c'est vraiment depuis la greffe, puis depuis les nouveaux agents qu'on voit des différences. Il y a eu une présentation là, le même groupe à la clinique Mayo. Ils ont regardé, là, c'est un peu plus contemporain, donc des patients traités entre 2001-2005 puis 2006-2010. Donc, ils ont plus de 1000 patients. Ils ont regardé le 1er janvier 2001 à 31 décembre 2010. Donc, l'âge moyen, vous l'avez ici, le pourcentage d'hommes. Donc, la survie moyenne était de 5,2 années, puis il y avait une amélioration de 1,5 ans entre 2001-2005 puis 2006-2010. Puis quand on regarde aussi à 6 ans, il y avait une amélioration de la survie et également mais c'était surtout chez les personnes qui étaient plus âgées. Si on regarde les courbes ici de survie, fait qu'on voit que ça s'améliore. Puis si on avait les autres courbes avant, il y avait une grosse différence. Donc, on espère qu'avec le temps, il va y avoir encore une amélioration aussi importante et sinon plus, idéalement. Ça, c'est la même chose. Donc, vous avez les 2001-2005 ici selon l'ISS et selon les fiches, donc les risques standards ou les risques élevés. Puis en 2006-2010, donc il y a une amélioration pour tous les groupes quand on compare là, ces deux groupes-là. Donc, ma dernière diapo. Donc, en conclusion, le myélome multiple, c'est une maladie qui est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de choses qui sont de plus en plus comprises au niveau du myélome multiple. C'est une maladie qui est très hétérogène aussi. 2 patients différents. Il y a des patients souvent qui vont se culpabiliser parce que dans la salle d'attente, ils vont parler avec un autre qui est en rémission depuis 5 ans, puis eux autres, puis ils vont dire « Qu'est-ce que j'ai pas fait de pas correct? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mon alimentation? J'aurais-tu dû relaxer plus, stresser plus? » ou ça, en tout cas, moi, je suis un peu un cercle vicieux. Là, quand tu stresses parce que tu penses que ça va être pire en stressant, bien là, tu stresses encore plus et ça finit plus. Il n'y a aucune donnée qui démontre que l'attitude du patient, à part de venir à ses traitements puis de fait une différence. C'est sûr que il y a des myélomes qui répondent bien, d'autres myélomes qui ne répondent pas bien. 99% de ça, c'est dû à la maladie elle-même au niveau intrinsèque, où on retrouve là, des myélomes qui sont plus faciles à traiter, qui ont une maladie moins agressive. Il y a eu beaucoup de progrès au cours des 20 dernières années dans le myélome. Il y a beaucoup de recherches qui se fait. Je pense que ça laisse la place à beaucoup d'espoir. En fait, est-ce qu'éventuellement, il va y avoir une guérison? Moi, je pense que oui. Quand? C'est dur à dire. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle une cure fonctionnelle. Il y a des maladies comme la leucémie myéloïde chronique, qui est une maladie avant où les gens vivaient 3-4 ans en moyenne, qui maintenant, les gens ne décèdent plus de LMC. Là. Ça fait 10 ans que je n'en ai pas vu. Quand on regarde les courbes de survie, ils sont identiques à une population. Mais ils ont des traitements, par exemple. Ces gens-là sont traités, c'est en comprimé, mais on n'a pas guéri la LMC, mais on a eu une cure fonctionnelle. Comme le diabète, ça ne se guérit pas. Je ne veux pas comparer le diabète au myélome, ce n'est pas des affaires
Mais on peut espérer avoir peut-être une cure fonctionnelle éventuellement ou avoir une survie tellement longue que finalement, ça va équivaloir à une cure fonctionnelle. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour myélome 101. Donc, si vous avez des questions, je vais être heureux d'y répondre. Merci. Donc, merci beaucoup, Dr. Lalancette. On va quand même prendre le temps de prendre quelques questions en salle et aussi via le web. Donc, je vous rappelle le fonctionnement. Michel va circuler avec le micro. Levez la main si vous avez une question et simplement attendre d'avoir le micro bien en main avant de poser votre question. Faut penser à nos amis qui nous regardent en ligne. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui? C'est clair. Michel, au fond. J'aimerais savoir comment est-ce que vous définissez la rémission complète. Puis la rémission, est-ce que c'est une disparition complète de la maladie? Je ne sais pas si vous en avez parlé tantôt. Je peux répondre, mais il y a des... En fait, l'IMW a fait des critères. Là. Ceux qui avaient la rémission complète qu'on appelle stringent, là, qui, je ne sais pas comment on dirait ça en français, là, strict. Et la rémission complète, normalement, en fait, c'est avec une immunofixation sérique et urinaire négative et avec une plasmacytose médulaire en bas de 5 %. Avec la rémission complète stringent, c'est la même chose, mais en plus, il faut avoir un ratio des chaînes légères normal, puis il faut avoir une biopsie de moelle qui dit qu'on a absence de plasmacytose monoclonale. Donc vraiment, où c'est unique, si on a des plasmocytes, c'est uniquement polyclonal. Chez un patient qui est... donc, fait que c'est sûr que l'imagerie ne rentre pas là-dedans, parce qu'on sait que les lésions de myélome, en général, à moins d'avoir un suivi très, très, très prolongé, souvent, il n'y aura pas de changement. Les lésions lytiques vont rester les mêmes. Et là, avec les MRD, peut-être qu'à la prochaine publication des recommandations de l'IMW, ça va être ajouté, donc d'avoir des stringent, d'avoir MRD négatif. Mais pour l'instant, c'est l'ajout, surtout là, chez un patient qui a une immunofixation négative, des ratios chaînes légères et de la plasmacytose qui doit être polyclonale s'il y a une plasmacytose au niveau de la moelle osseuse.